Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Ce soir, on va parler dans le décryptage du Venezuela et le bras de fer qui se poursuit entre Juan Guaido et Nicolas Maduro. On va évoquer le sujet avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Plus que jamais, le Venezuela se divise aujourd'hui. La population peine à survivre à l'image des habitants, surtout de la ville de Petare, ce quartier de Caracas qui détient le record du plus grand nombre d'homicides de la capitale. Et c'est aussi le fief historique des révolutionnaires. Hugo Chavez, à son successeur Nicolas Maduro, lance l'actuel président asphyxié par les pénuries, l'hyperinflation et le chômage. Et ils sont de plus en plus nombreux à rejoindre l'opposition. Une opposition aujourd'hui incarnée par Juan Guaido, le président du Parlement, qui s'est autoproclamé président du Brésil et du Venezuela et reconnu par plusieurs capitales étrangères. Mamadou Diouf, d'abord, comment est-ce qu'on peut nommer ce qui est en train de se jouer actuellement au Venezuela? En fait, c'est une conspiration. Je crois qu'il faut pas aller chercher loin pour trouver un mot. C'est une conspiration dans la mesure où, quand on revient à l'origine, quand le président du Parlement, Guaido, a déclaré qu'il devient le président par intérim, je ne sais pas si vous avez vu comment, en quelques minutes, Trump l'a reconnu et comment progressivement les gens se sont mis à le reconnaître jusqu'à tout récemment, l'Union européenne, après avoir donné un ultimatum. Il est clair que quand quelqu'un se lève, on l'a vu dans plusieurs pays, après des élections, beaucoup de gens se sont levés pour dire « je suis le président élu ». Qui les a reconnus? Pourquoi ici on le reconnaît d'abord et pourquoi on le reconnaît aussi rapidement? Même pas 30 minutes après la déclaration. Cela veut dire que la reconnaissance avait été préparée bien avant la déclaration en tant que telle, ce qui veut dire que ce qui se passe, en fait, ce n'est pas une affaire interne seulement au Venezuela, mais il y a des intérêts de l'extérieur qui sont en train d'utiliser les Vénézuéliens eux-mêmes pour pouvoir obtenir ce qu'eux, ils veulent. Aujourd'hui, il y a quand même une difficulté à situer ce qu'est véritablement Juan Guaido. Certains parlent de président par intérim, d'autres parlent de président en charge. Quel nom est le plus approprié pour le désigner? En fait, il n'y en a aucun. Parce qu'il ne faut pas qu'on nous prenne quand même pour des enfants. Il n'y en a aucun. Il y a bel et bien un président au Venezuela. Il a été élu. Il a été reconnu par le pouvoir, par les institutions qui devaient le reconnaître. Si c'est le cas, pourquoi les gens reconnaissent le président Félix au niveau de la RDC? Pourquoi on le reconnaît? C'est eux qui avaient contesté la légalité même de son élection, en plus de la légitimité. Pourquoi ils le reconnaissent aujourd'hui? Celui-là a été élu, les résultats des élections n'avaient pas été contestés. Pourquoi on peut se lever un jour et puis dire non, il y a quelqu'un qui le remplace, on va chercher quelle expression on va utiliser, est-ce que ça sera un président par intérim ou bien le président de l'Assemblée, c'est le président de l'Assemblée. C'est tout. Le président du Venezuela, jusqu'à preuve du contraire, c'est celui qui a été élu au moment des élections. Même si ça ne plaît pas aux autres, c'est Maduro qui est le président du Venezuela. Mais le problème aujourd'hui au Venezuela, et je viens de le souligner, c'est que le pays fait face à une situation économique tellement difficile que les Vénézuéliens eux-mêmes semblent être partagés. Mais ils sont partagés parce que c'est malheureusement ça également je ne sais pas comment il faut appeler ça, la rançon de nos pays qui ne sont pas indépendants. C'est la rançon également de nos pays qui ont été mal gérés. Il faut rappeler aux gens que le Venezuela a de tout temps été exploité par les États-Unis, en particulier à cause du pétrole. C'est quand Chavez est venu, il a décidé de nationaliser les industries pétrolières. C'est en ce moment qu'on a commencé à combattre le Venezuela. Parce qu'il faut rappeler également que le Venezuela est un énorme producteur de pétrole, membre de l'OPEP. Souvent, quand on dit pétrole, on pense aux pays arabes. Le Venezuela détient un tiers des réserves mondiales du pétrole. Ce travail que Chavez a commencé, il a utilisé en plus l'argent du pétrole pour donner aux populations. C'est ça qui faisait sa popularité extraordinaire. Il est tombé malade, il est décédé. Maduro l'a remplacé. Comme d'habitude, on a refait le même travail. Il faut qu'il revienne à l'ancien système. Il a continué sur la ligne de Chavez en refusant. Mais avant Chavez, le Venezuela a fait ce que beaucoup de pays producteurs du pétrole font. On avait basé toute l'économie du pays sur le pétrole. Et c'est ça qui fait que c'est un pays
qui est obligé d'aller chercher les denrées alimentaires ailleurs. Mais la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, puisque les prix du baril ont chuté, puisque les gens ont organisé également la pénurie, parce qu'il ne faut pas qu'on nous prenne pour des gens qui ne savent pas ce qui se passe, c'est le même phénomène qu'on a connu en Égypte. On avait fait la même chose, organiser la pénurie pour pousser les populations à se révolter, alors que c'est les populations qui avaient élu le président qu'on veut enlever. C'est la même chose qui a été fait ici. Et quand on stocke les produits, il y a une très forte augmentation des prix sur une courte période, mais il y a immédiatement de l'inflation parce que les salaires ne sont plus en mesure de prendre en charge ce qui était là. Tous ces phénomènes sont liés, mais ce qui est plus important, c'est que tous ces phénomènes sont organisés. Et paradoxalement, les pyromanes qui ont allumé ce feu, c'est eux qui sont les sapeurs-pompiers aujourd'hui, qui disent qu'ils sont à la frontière avec des camions remplis d'aide pour venir aider les populations qu'ils ont mis en situation de famine pour pouvoir faire tomber un régime. Je crois que c'est dommage que l'ONU soit là et que l'ONU ne serve à rien du tout. Parce que De Gaulle avait raison, c'est un vrai machin, c'est un vrai truc. Si l'ONU pouvait jouer son rôle, c'est ici que l'ONU devait prouver que c'est une organisation internationale capable de régler les problèmes. Parce que ce qui se passe au niveau du Venezuela, c'est tout simplement de l'injustice orchestrée par des pays extérieurs. Mais ce qui est quand même assez curieux, c'est que vous avez évoqué les États-Unis, mais immédiatement après les États-Unis, on a vu le Canada, la France, l'Allemagne, la Belgique. En fait, beaucoup de pays occidentaux se sont levés pour reconnaître le pouvoir de Juan Guaidó. Mais ce n'est pas une surprise parce que si vous regardez les médias de ces pays, les gens n'ont pas attendu ce moment pour s'en prendre à Chavez à l'époque, à Maduro actuellement. On traite Maduro aujourd'hui de tous les noms. C'est de la corruption, il est en train de faire une gestion qui est chaotique, il n'y a pas de démocratie au niveau du pays, on a tué des populations civiles, mais regardez les pays du monde. Est-ce que c'est au Venezuela que cette chose est la plus catastrophique sur Terre? C'est pas vrai. Il y a d'autres pays qui font pire que le Venezuela. Non seulement ces pays ne dénoncent pas, mais ces pays soutiennent le dictateur qui se trouve au niveau de ces pays. On a eu le cas récent avec l'Arabie Saoudite. Le Trump qui est en train de mener le jeu contre le Venezuela. Mais on a vu le même Trump se transformer, je ne sais pas même par quel miracle, en responsable de la communication du royaume saoudien quand on a tué le journaliste Khashoggi en défendant le régime saoudien. Mais pourquoi on n'a pas rompu les relations diplomatiques avec l'Arabie Saoudite à l'époque? Pourquoi il n'y a pas eu de sanctions contre l'Arabie Saoudite? Pourquoi il y en a contre le Venezuela aujourd'hui? En fait, ça montre de façon très claire qu'il y a un problème d'intérêt qui dépasse le problème intérieur qu'on veut nous présenter au niveau du Venezuela. Maduro suit la ligne de Chavez et Chavez, tout comme Maduro, sont des partisans d'une autonomie, aussi bien sur le plan économique que sur le plan politique de nos pays. Et ces puissances qui profitent de nos pays ne veulent pas que ces gens-là puissent réussir. Parce que dès qu'ils vont réussir, mais il est clair que ça va faire effet boule de neige, d'autres pays vont prendre le même chemin, et eux qui fondent leur développement sur l'exploitation des autres pays, il est clair que leur exploitation va s'arrêter. Et c'est pourquoi vous les voyez tous faire la queue pour condamner, parce qu'ils ont tous à perdre avec cette production du pétrole du Venezuela, puisque le Venezuela peut peser sur le prix du pétrole à l'échelle mondiale. Mais est-ce que Maduro également sa gestion n'a pas aussi un peu prêté le flanc à la situation dans la mesure où Chavez, on le connaît, c'était un homme charismatique qui a réussi quand même à faire une certaine redistribution des richesses, ce que Maduro véritablement ne semble pas réussir aujourd'hui, n'arrive pas à incarner le chavisme. Il ne peut pas le faire, c'est que c'est pas les mêmes personnes. Chavez n'est pas Maduro, bien que c'est Chavez qui a proposé aux populations du Venezuela de prendre Maduro comme président de la République, ce que les populations ont également accepté. C'est l'éternel problème. Ce genre de leaders, on ne les remplace pas facilement. Il y a une autre réalité qui est là. Quand Chavez était là, il a participé à la bonne période également, avec un baril du pétrole qui était allé jusqu'à $100. Maduro est venu avec un baril du pétrole qui a chuté à un certain moment de plus de 50%. Et je disais tantôt que, à part Chavez qui est venu, qui a tenté une diversification, ce qu'on ne règle pas dans un pays en quelques années, il n'a pas terminé de faire ce travail de diversification. Les prix du pétrole ont chuté. Maduro est coincé parce que la masse financière qui était à la disposition de Chavez à cause du prix du baril n'est pas à la disposition de Maduro. Et ça fait que Maduro a plus de problèmes. L'autre problème, c'est que quand Chavez était là,
d'autres pays de l'Amérique latine avaient tendance à suivre la tendance que Chavez avait prise. Donc, il n'était pas seul dans ce combat contre les États-Unis en particulier. Les autres pays de l'Amérique latine étaient d'accord avec ces positions. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. On a vu quand même ces pays ont suivi en reconnaissant également Guaido comme étant le président du Venezuela, parce que tous ces pays, après, les Américains se sont mis à les corser pour qu'ils se mettent en ligne. Parce que les États-Unis ne sont pas un pays qui joue sur les sentiments ou quoi que ce soit. C'est en quelque sorte ce que les Français ont en Afrique de l'Ouest avec la zone CFA, ce qu'on appelle le précaré français. C'est ça le précaré américain également. Et Chavez était venu remettre en cause ce précaré. Ils sont en train de travailler à reconstituer ce précaré. Bon, tous ces éléments font qu'effectivement, Maduro est venu à une période plus difficile que la période de Chavez, raison pour laquelle la façon dont Chavez faisait de la redistribution avec la manne pétrolière, il n'est pas en mesure de le faire parce que le budget même a des problèmes puisque la réduction du prix du baril se répercute sur l'ensemble du budget de l'État. Ça veut dire qu'entre Guaido et Maduro, ce n'est pas un combat idéologique, mais c'est plus des enjeux géopolitiques qui se jouent ailleurs. Ah oui, c'est des enjeux géopolitiques qui se jouent ailleurs. Ça, c'est très clair. Il y a un enjeu régional. Chavez était en train de sortir l'Amérique latine de la domination américaine. Chavez et Castro ont toujours posé des problèmes aux États-Unis. Ben, ils sont partis et il n'y a pas eu de gens pour reprendre le flambeau comme eux, ils savaient tenir tête aux États-Unis et aux autres puissances occidentales. C'est ça le problème. Aujourd'hui, c'est le contraire. Les autres pays sont en train de vouloir se ranger parce qu'on les a menacés. On leur a dit, ce qu'on va vous faire, c'est ce qu'on est en train de faire avec le Venezuela. Les gens ont préféré se ranger. Le Venezuela tout seul, Maduro tout seul, comment il va pouvoir faire face à la puissance américaine, autant sur le plan militaire que sur le plan économique, à l'Union européenne, aux pays alentours, à part quelques rares pays qui n'ont pas accepté. Il est clair que le combat ici, c'est un combat entre un titan et un nain. Et entre Maduro et Guaido, qui est à même de remporter la bataille? Pour le moment, on ne sait pas. Et ce qui est dangereux même, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on laisse cette bataille-là venir. Parce qu'on sera dans une situation où, comme on le dit, chacun a son peuple. Il y a des gens derrière Maduro, et il y en a beaucoup. Il y a des gens derrière Guaido, il y en a également beaucoup. Qui va trancher? Est-ce qu'on va laisser cette population faire une guerre civile, comme on l'a vu dans beaucoup de nos pays? Une guerre civile qui ne fera qu'arranger des intérêts étrangers. Parce que la guerre civile n'est pas faite pour l'intérêt du pays lui-même. Je crois que c'est là où l'ONU devrait intervenir avec son mécanisme de prévention des conflits pour que ce pays-là ne sombre pas. Il y a déjà des problèmes dans ce pays, malgré la production du pétrole. S'il faut qu'il y ait une guerre civile pour savoir qui va diriger ce pays, s'il faut qu'il y ait une intervention militaire extérieure, comme les Américains semblent être prêts à le faire, on les a vus aller intervenir ailleurs où l'intervention étrangère américaine a réglé des problèmes. Qu'on n'oublie pas l'Irak. Ils avaient fait le même système, armes de destruction massive. On est allé détruire un pays, 1 million de morts, jusqu'à présent qui a vu des armes de destruction massive. Il faut que la communauté internationale, en particulier ceux qui la dirigent, cessent de mentir à l'opinion internationale quand on veut juste gérer des intérêts particuliers. Est-ce que l'armée qui aujourd'hui soutient Maduro ne risque pas de basculer tôt ou tard? Malheureusement, ça va être ça le point de départ de la chute de Maduro. Puisque pour le moment, parmi les hauts gradés, il n'y a pas grand-chose. Il y a quelques personnes qui sont allées, mais l'essentiel de l'armée est resté en termes de loyauté avec le président de la République. Le problème, c'est jusqu'à quand? Parce qu'à un certain moment, quand les gens ne trouvent plus à manger, quand les gens ne peuvent plus se soigner, quand le minimum n'est plus disponible, il est clair qu'à un certain moment, les gens risquent de se dire, mais quel prix il faut payer pour garder Maduro? Est-ce qu'il ne faut pas s'en passer pour pouvoir recommencer à vivre normalement? Cette même interrogation au niveau des populations va certainement se retrouver également au niveau de l'armée, en plus d'une autre responsabilité. S'il faut empêcher les populations de faire tomber Maduro, ça veut dire que l'armée va tirer sur les populations. On va faire combien de morts? Alors qu'il y en a déjà plus d'une centaine à travers les manifestations qui ont déjà eu lieu dans le pays. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous observons la pause et après on passe à l'invité de ce soir.